Cette crise de Covid-19, c'est compliqué en fait de réagir à chaud là immédiatement, parce que c'est encore trop près et trop frais dans nos esprits, et pourtant déjà tellement loin, parce que ça fait quand même maintenant 6 semaines que on a quitté cette vague. Ce qui est sûr, c'est que ça a été une grande épreuve pour notre service et notre établissement, qui avons été en première ligne sur cet épisode épidémique et qui a soumis nos organisations comme rien ne pouvait l'imaginer auparavant, avec l'obligation d'une réorganisation profonde, l'obligation d'inventer bien souvent des schémas et des modes opératoires qu'on n'avait jamais imaginés, et l'obligation également de trouver des moyens, tant matériels qu'humains, dont nous ne disposions pas forcément. Donc, à distance, je dirais que avec humilité, mais oui, ça me laisse un sentiment déjà de fierté pour notre établissement et nos équipes, parce que nous avons réussi à traverser cet épisode, à faire face, à réorganiser nos services et à proposer des soins intentionnés à tous les patients. Personne n'est resté sur le carreau parce que nous ne pouvions pas ou parce que nous n'avions pas les moyens. Et tout ce que nous avons fait a toujours été dans l'idée de fournir les soins les plus adaptés aux patients. Donc oui, un sentiment de fierté. Après, évidemment, un sentiment d'épuisement aussi, parce que des professionnels fortement sollicités qui ont fait beaucoup d'heures supplémentaires pour faire face aux besoins incessants de personnel quotidiennement. Et, une charge mentale qui était vraiment importante, parce que nous n'étions pas prêts à ça, et personne n'était prêt. Et donc, voilà, l'appropriation de la difficulté que ça a suscité a été diverse en fonction des individus, mais a laissé des séquelles importantes pour tout le monde. Alors, c'était pas une structure, provisoire, c'est véritablement un service de réanimation qui s'est posé sur le parking, à proximité immédiate des urgences et de l'hôpital. Donc il faut se remettre dans le contexte. Début mars, on accueille les premiers patients, puis très vite, une semaine après, nous avons des patients graves en très grand nombre qui saturent immédiatement nos services de réanimation. Nous sommes amenés à transformer des blocs opératoires, nos salles de blocs opératoires et nos salles de surveillance post-interventionnelle en lit de réanimation, et ça ne suffit toujours pas. Le service est dépassé. Euh, Nous sommes obligés, dès la mi-mars, de réaliser des transferts tous les jours, 10 à 12 patients qu'on transfère vers d'autres réanimations pour faire de la place pour les nouveaux patients qui se présentent. Et le président annonce le renfort du service de santé des armées, que l'on voit arriver avec beaucoup de bonheur, je dirais, sur le week-end du 21-23 mars. Et donc, ils ont installé une structure qui était une première française, parce que le service de santé des armées n'avait jamais réalisé ça, une structure de réanimation exclusive, 30 lits de réanimation, avec des équipes formées, entraînées à la réanimation, qui venaient donc des différents hôpitaux euh, interarmées de France, et qui a agi complètement comme unité de l'hôpital. Donc, ils se sont appuyés sur la logistique hospitalière pour l'imagerie, le laboratoire, etc. Et ils étaient véritablement un service supplémentaire pour nous à l'hôpital. Donc, ce qui nous a permis d'avoir presque 90 lits de réanimation sur l'hôpital, là où habituellement on en a 40. Et ils ont quitté les lieux il y a maintenant 10 jours de ça, pour progressivement, avec une décroissance progressive d'activité, pour reconditionner leur matériel. Et une partie de ces équipements et personnels sont partis à Mayotte pour revenir en renfort de cette île qui subit également des problématiques épidémiques.
Le mot défi est un maître mot, je dirais, parce que c'était un grand défi et ça a été excessivement compliqué. Excessivement compliqué parce que le système de santé n'était pas prêt, je l'ai dit, et donc personne n'avait imaginé de modalités de transfert d'informations efficient. Donc les choses se sont construites au fur et à mesure, avec beaucoup de mal, et avec des flots d'informations qui n'étaient pas structurés et qui étaient véritablement très nombreux. Euh, alors, information descendante qui vient de nos tutelles, que ce soit ministérielle et ARS, avec des mails parfois 5, 6, 7, 8, 10 par jour, parfois redondants d'ailleurs. Hein, le ministère puis l'ARS nous donnaient la même information, parfois complémentaires, parfois même dissonants. Il faut savoir que nous, comme nous étions en avance de 15 jours sur le reste du territoire, la façon dont l'épidémie s'est étendue sur le reste du territoire, les décisions nationales qui étaient prises et annoncées étaient en contradiction avec ce que nous vivions ici. Je vous donne un exemple. Rapidement, ministre de la Santé et directeur général de la Santé annonce que tout patient qui sera symptomatique pourra bénéficier d'un test. Au moment où nous, déjà, nous ne faisions plus de tests que aux gens qui présentaient des signes de gravité et donc qui bénéficiaient d'une hospitalisation. Parce que les structures de prélèvement étaient complètement saturées et que de toute façon, nous n'avions pas assez de tests de capacité à réaliser des tests pour pouvoir satisfaire l'ensemble de la population qui en aurait eu besoin si on avait testé tous les patients symptomatiques. Donc, il y avait déjà une dissonance d'informations qui existait entre les informations qui nous descendaient et les informations qui remontaient. Et puis, mode de crise veut dire que tout le monde est quand même sursaturé dans sa façon de gérer son quotidien. Et je dirais que la communication qui devrait être le nerf de la guerre en temps de crise devenait parfois un petit peu accessoire ou encore une fois sur un mode dégradé, à savoir un mail fait tardivement alors que les choses avaient déjà évolué ou étaient déjà mises en place. Et donc, on informait parfois nos partenaires un petit peu tardivement de ce qui était mis, ce qui était fait, avec de la crispation, ce que ça peut, qui peut en résulter. Donc, le défi aurait été d'avoir des modalités de communication qui soient fiables, qui soient fluides et qui soient adaptées, je dirais. Je vous l'ai dit, dans l'information descendante, elle a été très pléthorique, très nombreuse, parfois dissonante, liée à une communication nationale qui correspondait pas à ce qu'on vivait dans le territoire. Et avec nos partenaires, elle a été construite au jour le jour, comme nous avons pu, mais avec beaucoup de difficultés. Parce que les réseaux sont pas forcément structurés. Et c'est sans aucun doute un apprentissage de cette crise, qui est qu'il faut qu'on sache construire par anticipation ces réseaux de communication qui doivent pouvoir être activés du jour au lendemain sans qu'on ait de questions à se poser, ni sur qui doit communiquer, ni ce qu'il faut communiquer, et les listes de diffusion également. Alors, dans la coopération, il y a des choses intéressantes qui ont eu lieu, notamment dans la coopération publique-privée, notamment dans la coopération avec toute l'offre libérale de ville, que ça soit médical ou paramédical d'ailleurs. C'est vrai que l'élan de solidarité et la cohésion que ça a suscité a fait que les barrières qui opposaient les uns et les autres sur des marchés concurrentiels ou sur des modes organisationnels qui étaient complètement différents, ces barrières se sont effondrées pour un bien commun qui était faisons face ensemble pour le meilleur pour notre patient. Et on a presque vécu dans un monde, je dirais, idéal, hein, le temps de ces 8 semaines sur aiguë, avec beaucoup de plaisir, avec des relations que l'on ne connaissait pas forcément. Enfin, pour exemple, le secteur privé hospitalier de la ville de Mulhouse est venu intervenir dans nos locaux, anesthésistes et IAD.
quelque chose d'impensable en dehors du contexte de ce qu'on a vécu. Et donc, un temps de connaissance et de reconnaissance qui a été très riche et constructif, parce que bah voilà, on sait faire ensemble, finalement, c'est possible. Avec une volonté de le pérenniser, mais on voit quand même très vite que le quotidien nous rattrape et que chacun revient très vite à son cœur de fonctionnement et son cœur de métier, malheureusement. Mais je pense il en restera des traces parce que nous avons réussi à le faire une fois. Donc, on saura le refaire s'il le fallait. Et peut-être aussi que c'est peut-être un des enjeux, je dirais, enfin je l'espère en tous les cas, du projet Ségur de notre président sur la future loi santé, qui est peut-être de proposer des modalités de rapprochement et de collaboration publique-privée qui soient différents, plus incitatives, moins liées à l'activité et au financement, mais plus à l'intérêt collectif d'un bassin de population, d'un territoire, par rapport à une offre de soins dont on sait qu'elle est fragile, notamment dans nos territoires où la démographie médicale n'est pas toujours simple. Et voilà, de mettre des ressources publiques et privées autour d'une même problématique, je pense que ça donnerait tout son sens pour nos patients. Et je pense que c'est un vrai enseignement pour une crise à venir, mais pour notre quotidien aussi. Alors, je dirais que là, je suis un petit peu plus ennuyé pour répondre à la question parce que j'avouerai que DMP inexistant dans le sujet, des pays, les systèmes d'information publics, privés, libéraux, hospitaliers sont tellement différents qu'ils ne peuvent pas être communicants. Voilà, donc les interactions ont été quasi inexistantes et les modalités de transmission ont été très basiques. Je vais vous donner pour exemple la nécessité de remonter d'informations vers l'ARS des flux de patients dans le cadre des nombreux transferts que nous avons été amenés à faire en France entière et à l'étranger de patients réanimatoires. Ces remontées d'informations ont dû être colligées à la main à partir d'extraction des différents systèmes d'information des établissements, que ce soit public ou privé. Dans notre rôle de SAMU, nous avions ce rôle pivot d'organiser ces transferts et on a été obligé de faire de la récupération d'informations manuelles. Donc on voit qu'il y a un manque d'outils convergents pour partager une information fiable, sécurisée et opérationnelle. Clairement, pendant cette crise, ça nous aurait servi évidemment, mais cet outil n'existait pas. Et donc, voilà, sur la partie clinique, bah, chacun avait sa partie système d'information et pas d'interconnexion possible. Les solutions à envisager, je pense qu'elles sont nombreuses. Mais en premier lieu, je pense que pour qu'il y ait une décision qui soit opérante et efficace en temps de crise, il faut avoir de l'information de qualité. Et cette information de qualité, elle était excessivement compliquée à rassembler pour la raison de l'hétérogénéité des systèmes d'information, mais également parce que il a fallu identifier les indicateurs pertinents. Nous n'étions pas préparés, nous ne savions pas contre quoi nous nous battions, entre guillemets, parce que initialement, ça ressemblait à un virus de la grippe, et puis très rapidement, on s'est rendu compte que c'était pas que ça, et on n'a pas du tout anticipé les effets collatéraux sur les ressources de réanimation. Et donc, il a fallu progressivement créer ces indicateurs, se rendre compte qu'ils étaient performants ou moins performants, qu'il fallait les affiner, qu'ils en donner des définitions de manière à ce que tout le monde mesure les choses de la même façon. Donc, pour avoir un outil décisionnel et pour avoir une gestion décisionnelle en temps de crise, il faut des informations fiables. Et je pense que on pourrait avoir un minimum commun
quel que soit le type de crise, il y a des structures de fragilité particulière ou des structures qui seront plus en tension parce que des ressources rares ou des ressources plus sollicitées comme les services d'urgence. Et donc, on pourrait très bien imaginer des tableaux de bord qui permettent de remonter cette information en temps réel avec des systèmes d'interconnexion qui sont relativement faciles à faire parce qu'on sait le faire sur d'autres systèmes, mais évidemment, dans la crise, c'est impossible à faire. Et il y a sans aucun doute une nécessité de construire ça. Et je fais un parallèle avec la crise sanitaire que nous avons vécue en 2003 avec la canicule. Issu de cette canicule, on s'est rendu compte que finalement, les services d'urgence pouvaient être des signaux euh, avant-gardistes d'une problématique sanitaire. Et dans les suites de l'été 2003, on a demandé aux services d'urgence de remonter de manière automatisée un flux d'informations vers Santé publique France et vers le ministère qui puisse être suivi en continu pour la veille sanitaire, de manière à identifier d'éventuels signaux anormaux et de se dire, bah, tiens, là, il y a quelque chose qui se passe. Donc, dans le même état d'esprit, on pourrait élargir cette remontée d'informations de manière à ce qu'elle soit homogénéisée par tous les points du territoire où elle est recueillie et analysée ou veillée de la même façon, soit par santé publique si on est plutôt sur de la veille sanitaire, soit par le ministère et sa cellule de crise lorsqu'on est sur de la gestion de crise opérationnelle. Alors nous, ça a été un vrai sujet. Ça a été un vrai sujet parce que comme je l'ai dit, on n'a pas pu anticiper du tout quoi que ce soit. Fin février, c'est une épidémie qui vient de Chine. On s'apprête à accueillir des rares patients qui sont en transit ou qui reviennent d'un voyage à l'étranger. Et on appréhende ça un petit peu comme d'autres risques épidémiques tels que le SRAS, qu'on avait déjà été amené à gérer, donc plus de l'identification d'un cas possible avec un isolement, etc. Donc ça, on le fait très rapidement. Ça s'approche de nous avec l'Italie. Et nous sommes quand même presque frontaliers avec l'Italie. Hein. Il y a 250 kilomètres qui nous séparent de la Lombardie à vol d'oiseau. Et là, on se rend compte que le risque commence à augmenter pour nous et on voit des premiers cas possibles arriver. Et simultanément, en l'espace de 2-3 jours, éclate cette bulle de ce rassemblement cultuel et un nombre de cas qui flambent très rapidement. Et à partir de là, nous, on est dépassés. Tous les jours, nous sommes dépassés par ce que l'on subit, et je dis vraiment subit, comme une espèce de déferlante qui nous laisse à peine le temps de respirer entre deux jours. Et à aucun moment, on a le temps de se poser, de se dire, bah, tiens, on va s'organiser comme ci, comme ça. Et à aucun moment, on a le temps d'aller prendre le recul, de s'informer, de lire les, les publications scientifiques, qu'elles soient de Chine ou internationales sur le sujet, et bien obligé de saisir une information qui passe, mais qui du coup n'est pas forcément triée. Et ça pose toute la problématique de la fiabilité d'information. Et moi, je crois que c'est le rôle de nos sociétés scientifiques que de faire ce tri et de déployer des outils de communication par le biais de nos partenaires de publication, par le biais de nos sites internet, par le biais de nos revues professionnelles qui auraient pu faire un numéro spécial ciblé sur le sujet avec une mise à jour de la veille scientifique parce que c'était important pour nous d'avoir un condensé et d'avoir une certitude. Parce que, évidemment, aller se rabattre sur Internet ou sur les éléments qui peuvent passer sur les réseaux sociaux, c'est évidemment pas le sujet. Mais nous n'avions pas de temps à consacrer à ça. Donc, il fallait forcément que quelqu'un fasse ce tri de la revue de la littérature, de la valider,
voire de la critiquer, ce qui a pu s'organiser d'ailleurs de manière un petit peu plus lointaine sur la fin de l'épidémie, dans le cadre des réseaux sociaux professionnels de notre société scientifique. Il y a eu un petit peu une revue de presse qui était proposée et qui était bien utile. Mais en tous les cas, c'est vrai qu'il y a véritablement un sujet sur cette information et la fiabilité de cette information, parce que elle est très vite devenue pléthorique, avec des informations qui étaient discordantes parfois, et des valeurs d'études ou d'articles qui n'étaient pas toujours de la même exigence scientifique. Donc je crois qu'effectivement, quand on est véritablement dans cette déferlante de la gestion d'une crise et qu'on n'a pas le temps, il faut pouvoir s'appuyer sur des outils de diffusion qui soient validés et qui soient estampillés par nos sociétés scientifiques. Et moi, j'ai un grand regret, c'est que nous n'ayons pas été suffisamment épaulés par ces sociétés scientifiques sur l'organisation interne des établissements. Parce que il y a eu des éléments qui ont été donnés par une ou l'autre des sociétés scientifiques, mais qui parfois étaient discordants. Il n'y a pas eu de travail d'homogénéisation qui faisait que côté société d'hygiène, eh bien, il y avait des éléments qui étaient donnés, l'ASFAR en donnait d'autres, la SFMU donnait ses préconisations, la société de chirurgie un tel d'autres, et il y avait une difficulté d'arriver à mettre tout ça en perspective, et ça donnait lieu à des débats qui n'avaient sans doute pas lieu d'être, parce que prendre de l'énergie pour pas grand-chose, et ces débats étaient multipliés par autant d'établissements qui étaient confrontés à la situation. Donc un travail collégial aurait été bienvenu. J'aurais trois visions un petit peu différentes. La première, qui est un enseignement sur notre capacité à protéger notre population et nos personnels. Vous le savez, il y a eu un grand débat sur les moyens de protection et de manière plus fine et plus terre à terre, il y a eu des erreurs d'anticipation qui ont été commises, notamment dans notre établissement, parce que initialement, nous n'avons pas pris à sa juste dimension le risque épidémique, le risque infectieux et le risque contagieux. Et pourtant, c'est pas les images qui nous venaient de Chine qui manquaient. Nous avions, je ne sais pas si vous vous souvenez, hein, en Chine, ils étaient tous comme des cosmonautes, et nous, on était sans nos masques. Donc, il nous a fallu du temps pour percuter, et je pense que le premier enseignement, comme je le disais au tout début de la crise au personnel de mon service, la meilleure façon de lutter contre ce fléau, c'est de ne pas tomber malade nous-mêmes. Donc je crois qu'il y a une vraie réflexion sur la capacité des établissements à organiser la protection des personnels et à organiser les flux de patients dans le cadre d'une épidémie, quelle qu'elle soit. Et je pense qu'on ne se doit pas de réfléchir, on doit appliquer ça comme un plan immédiat et ensuite relâcher si on se rend compte que finalement c'est excessif, mais pas l'inverse. Parce que clairement, on a contaminé des patients, on a contaminé des personnels pendant les premières semaines parce que tout le monde pensait que c'était qu'une grippe. Le deuxième point, c'est un point sur l'anticipation organisationnelle et le pilotage de crise. Je pense qu'il y a des grandes leçons à tirer de ce qui s'est passé, notamment sur les ressources rares, j'en parlais tout à l'heure, les ressources de réanimation. On sait que nous avons sur le territoire, par exemple, une offre de réanimation qui est nettement moins importante qu'en Allemagne. Pour autant, nous avons su faire face. Nous avons créé des lits de réanimation dans beaucoup d'hôpitaux de France. Nous avons amené un hôpital militaire sur Mulhouse. Nous avons effectué des transferts. Eh bien, voilà trois pistes qui sont réellement pérennisables dans des situations identiques, mais qu'il faut anticiper. C'est-à-dire que là, nous avons été obligés de les inventer
au coup par coup, eh bien, je pense que chaque hôpital devrait être en capacité d'ouvrir des lits de réanimation supplémentaires. Et régulièrement, on a des tensions de réanimation. Et pour ça, il faut avoir des lots matériels, il faut avoir des locaux qui soient transformables, il faut avoir du personnel formé de manière à ce qu'on ne se pose pas de la problématique de la compétence. Et c'est des choses qui peuvent être préparées et anticipées. Et sur la gestion de crise, il y a une vraie question à se poser sur la capacité à gérer une crise sur un territoire. On a vu que nos ARS étaient en peine sur un certain nombre de sujets parce que jusqu'ici, c'était des organes de planification qui n'avaient jamais été confrontés à la gestion de crise de cette façon-là et qu'il a fallu qu'ils l'inventent. Donc je pense qu'il y a des leçons à tirer là-dessus et il y a un enseignement qui doit revenir des retours d'expérience qui doivent être faits et absolument pas négligés. Et je pense que c'est le moment de les faire. Et je regrette de ne pas les voir arriver suffisamment rapidement dans nos territoires parce que la mémoire oublie rapidement toute la finesse de ce qui ferait la richesse des échanges pour préparer la suite. Et le dernier enseignement, c'est qu'on a toujours cette idée de l'hôpital public qui est un espèce de gros dinosaure qu'on n'arrive pas à mouvoir, rien n'est possible dans l'hôpital, tout le monde est toujours contre. Eh bien là, ça a été possible. Donc c'est oui, oui, c'est possible. Oui, c'est possible de faire et de faire tous ensemble. Ce travail de cohésion, il a été unique. Alors évidemment, il était dû à ce contexte de crise, mais on a montré que l'hôpital savait se transformer rapidement, que le personnel hospitalier qui sortait d'un mouvement de grève et de revendications fortes où on disait que l'hôpital était exsangue, eh ben, a su trouver des ressources, alors certes à un prix élevé, mais a su trouver des ressources et a su se transcender et se transformer. Et je pense que ça, c'est véritablement un enseignement majeur qui doit nous donner un espoir pour l'hôpital de demain, qu'il faut surtout pas oublier.